Bonjour à tous, je suis Pascal Souquet, délégué scientifique du CETIM, et je vais vous présenter une petite réflexion autour de la place de la mécanique dans la chaîne de valeur hydrogène, avec un focus sur les défis technologiques qu'il y a à relever et qui sont nombreux. Voilà, ma présentation en 5 parties et un rappel de ce que sont les industries mécaniques en France et de ce que c'est que le CETIM, leur centre technique. Un point sur l'hydrogène dans la transition énergétique et environnementale, la place de la mécanique dans la chaîne de valeur hydrogène, les défis technologiques, et puis je conclurai avec une petite vision d'avenir. Comme rappel, la mécanique est le premier fournisseur de l'ensemble des filières industrielles, depuis l'agroalimentaire, la chimie, la construction navale et aéronautique, le BTP, l'énergie. Plus de 600 000 emplois, premier employeur industriel français, avec 11 000, presque 12 000 entreprises de plus de 10 salariés. Et 4 grands domaines d'activité, les équipements de production et les équipements mécaniques, les composants et sous-ensembles, les pièces mécaniques issues de la sous-traitance, et puis les produits de biens de grande consommation, parce que par exemple, les articles de ménage sont des produits mécaniciens. Le CETIM est le centre technique des industries mécaniques. C'est un outil qui est piloté par les industriels et qui est mis sous la tutelle de l'État, un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros annuels, réparti entre un peu moins de 60% de ressources propres et un peu plus de 40% de ressources collectives, qui permet de générer une action mutualisée qui est principalement de la R&D et de l'innovation, et puis qui, pour son autre partie, se sépare entre l'appui aux métiers mécaniciens et notamment par l'intermédiaire de commissions professionnelles et de projets dédiés. Et puis les 25 derniers pourcents correspondent à des actions d'accompagnement dans les entreprises, notamment pour l'industrie du futur. Notre offre, elle se répartit principalement en 2 grands paquets. Un paquet sur les mesures et essais. Le CETIM est historiquement un grand opérateur d'essais. L'autre partie concerne les expertises, le conseil et la formation. Et puis 2 activités un peu plus marginales, l'ingénierie système et puis l'innovation proprement dite, avec un certain portefeuille de brevets qui est exploité. Alors je vais maintenant venir un peu dans le cœur du sujet, avec l'hydrogène dans la transition énergétique et environnementale. C'est un point important parce que l'hydrogène constitue en premier lieu une opportunité environnementale pour répondre à des attentes sociétales fortes. Il faut résoudre la question du réchauffement climatique, c'est une préoccupation sociétale importante. Réindustrier la France, c'est sociétalement aussi important. Et bien évidemment, développer le stockage de l'énergie en développant le power to gas, c'est-à-dire la capacité de pouvoir stocker de l'énergie dans les réseaux. L'hydrogène se développe en agrégeant les usages, à la fois des usages qui viennent de l'industrie, du stockage, en mutualisant sa production avec d'autres sources d'énergie, et ce qui lui permet d'avoir en ligne de mire une compétitivité de coût tout à fait acceptable. Je vous donne comme exemple l'installation CryoCap qui a été réalisée par Air Liquide en Normandie et qui permet de capter du CO2 émis lors de la production de l'hydrogène. Ce CO2 est ensuite liquéfié et purifié afin de le valoriser dans différentes applications, notamment dans l'agroalimentaire. Et on a ici la preuve que l'on peut travailler à fabriquer de l'hydrogène dans un mixte énergétique et industriel compatible avec des coûts compétitifs.
Autre destinée de l'hydrogène, celle de renforcer et de compléter le système énergétique. C'est l'exemple que vous voyez et qui correspond à la plateforme MIRT, est une plateforme qui permet de coupler le photovoltaïque et la production d'hydrogène pour réaliser l'approvisionnement énergétique de milieux insulaires. Et notamment, c'est une installation qui permet de rendre autonome des îles, notamment aux Antilles. Alors, l'hydrogène a la particularité d'être un secteur industriel qui dispose d'une stratégie nationale. Le premier objectif de cette stratégie nationale est de décarboner l'industrie et notamment de faire émerger une filière française de l'électrolyse avec l'appui de centres de recherche comme le CEA et de grands industriels comme Air Liquide, et puis de décarboner d'une façon plus générale l'industrie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'hydrogène est principalement industriel à 90 ou 95%, et que donc il est très important de pouvoir décarboner cette partie de production. Le deuxième objectif, c'est de développer la mobilité lourde avec de l'hydrogène décarboné. Alors qu'est-ce que c'est que la mobilité lourde? Eh bien, ce sont tous les transports, véhicules poids lourds, les bus, les engins mobiles industriels, le train, la construction navale. Et donc, il s'agit ici de développer une offre de mobilité lourde à l'hydrogène, donc de développer les technologies permettant ces solutions, et puis de développer aussi une approche territoriale des réseaux d'envergure permettant de mutualiser les usages et notamment de pouvoir distribuer à partir d'une même source de production à la fois un usage ferroviaire et un usage routier. Et le troisième objectif, c'est soutenir la recherche, l'innovation et le développement de compétences. Et ça, c'est une mission qui a été donnée à l'ANR de piloter un financement spécifique pour pouvoir développer des projets de recherche dans les laboratoires académiques, principalement publics, mais pas que, développer des projets de recherche, développer des compétences grâce au soutien à la recherche. Ça constitue également un potentiel important d'emploi et de valeur. On va voir ça un peu plus loin. Alors, la tendance pour la production d'hydrogène, première étape de 2020 à 2024, développer l'industrie de l'électrolyse avec 6 gigawatts installés et puis un objectif de production d'1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable. Ce sont quand même des objectifs extrêmement importants. Ensuite, installer au moins 40 gigawatts d'électrolyseurs pour la production toujours d'hydrogène renouvelable, produire 10 millions de tonnes d'hydrogène toujours renouvelable et mettre en place le mix énergétique avec l'intégration de l'hydrogène dans la structure du système énergétique français. Et au-delà de 2030, eh bien, l'objectif, c'est d'atteindre la maturité technologique en hydrogène renouvelable et puis développer les technologies de l'hydrogène renouvelable dans tous les secteurs difficiles à décarboner. Au premier d'entre eux, l'aéronautique, qui nécessitera des investissements extrêmement importants pour pouvoir intégrer l'hydrogène renouvelable. Quand on regarde l'hydrogène, on sait que sa principale utilisation reste l'industrie. Et donc, la réduction et le remplacement de l'hydrogène carboné, dit hydrogène gris, par de l'hydrogène renouvelable, dit hydrogène vert, dans les raffineries, la production d'ammoniac, de méthanol, la sidérurgie, constitue un objectif extrêmement important pour pouvoir disposer d'un impact sur l'environnement suffisamment fort. Enfin, pour la mobilité, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui sont en cours. À très court terme, des autobus urbains locaux, il y en a un certain nombre qui sont en essai dans des villes françaises. Des flottes
commercial de taxi, par exemple, également, puisque notamment à Paris, il y a une compagnie de taxi qui utilise des véhicules à l'hydrogène. Et puis, il y a également, on connaît le développement de la solution d'Alstom, le passage en train à hydrogène d'un certain nombre de parties du réseau ferroviaire pour lequel l'électrification n'est pas envisageable. À moyen terme, on l'a vu, c'est la mobilité lourde qui est visée, c'est-à-dire des camions, des engins industriels, les trains avec des piles à hydrogène sur des lignes commerciales, difficiles à électrifier, et puis le transport maritime à courte distance. Et troisième tendance, sur le long terme, l'aéronautique, à la fois pendant le vol, mais également pendant toutes les opérations sur les aéroports, notamment tout ce qui concerne le taxiing, et puis avec la nécessité de développer des conceptions spécifiques pour des avions avec des moteurs fonctionnant directement avec de l'hydrogène. Alors, quelques chiffres clés donnés par France Hydrogène. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette semaine, France Hydrogène vient de sortir un rapport qui propose une alternative à ce scénario en proposant un scénario encore plus ambitieux, avec un passage de 58% de l'hydrogène destiné au secteur industriel pour aller jusqu'à 635 millions de tonnes au lieu de 475. Pour le secteur de la mobilité, c'est 320 kilotonnes au lieu de 475. Et puis pour le secteur de l'énergie, eh bien, c'est 130 kilotonnes au lieu de 45. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire qu'il y a une solution, un scénario qui s'ébauche encore plus ambitieux que celui qui était proposé aujourd'hui. Et je vous invite à aller sur le site de France Hydrogène pour avoir une vision plus détaillée de tous ces chiffres. Ce qui est important aussi, c'est de noter que l'hydrogène a un potentiel de création d'emplois très fort. Et notamment pour les industries manufacturières, pour la mécanique, puisque sont concernés au premier chef tout ce qui est construction de machines et d'équipements, la fabrication métallique de produits, tout ce qui va revenir à la sous-traitance. Or, on sait bien que les mécaniciens sont des fournisseurs, notamment avec leurs compétences en fabrication, pour toutes les filières industrielles. Et puis, tout ce qui va concerner les services d'ingénierie et tout ce qui concerne également les contrôles et les tests techniques. Et ce qui est intéressant de noter, ces chiffres proviennent d'un rapport de l'ADEME qui date de 2019. Et quand on regarde l'objectif européen fixé à 2030 avec 40 gigawatts d'électrolyseurs installés qui génèrent 20 milliards d'euros de valeur annuelle, de valeur ajoutée annuelle, on est dans l'hypothèse haute de l'ADEME, c'est-à-dire le graphe de droite. Donc on a un potentiel de développement en termes d'emploi qui est de l'ordre de plus de 7000 emplois, ce qui est quand même considérable. Alors la chaîne de valeur d'hydrogène, on la connaît bien. 4 grands secteurs. Premier secteur, c'est la production, avec les électrolyseurs, qu'ils soient alcalins ou avec d'autres technologies. Aujourd'hui, c'est essentiellement les alcalins et puis les membranes à échangeuses de protons. Et puis complété par tout ce qui est auxiliaire, ce qu'on appelle le balance of plant dans le jargon de l'hydrogène. La deuxième partie de la chaîne de valeur, c'est tout ce qui va concerner le stockage, avec les compresseurs et puis les réservoirs de stockage. Et puis ensuite, le développement de l'hydrogène liquide avec les pompes cryogéniques, les liquéfacteurs et le stockage liquide. La distribution, qui concerne les stations et qui comporte principalement des compresseurs et puis un important réseau fluidique. Et enfin, des usages, les piles à combustible avec leur système auxiliaire. Le réseau de gaz qui va accueillir de plus en plus d'hydrogène, aujourd'hui 6%, demain 20%, peut-être un jour 100%.
et des applications notamment dédiées à la mobilité, y compris la mobilité lourde, avec le fait de passer avec des turbines et des moteurs utilisant directement l'hydrogène. Alors on va balayer très rapidement, parce que c'est très difficile de rentrer dans le détail de chacune de ces étapes, mais pour ce qui concerne la production, on va s'intéresser essentiellement aux électrolyseurs. Un électrolyseur, c'est un ensemble, c'est un système qui repose sur un cœur qui est le stack, qui permet de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. La répartition des coûts, et c'est intéressant de le noter, c'est quand même les auxiliaires qui portent le plus de valeur dans cet équilibre, puisqu'on a 55% du coût d'un électrolyseur qui repose sur les auxiliaires et 45% sur le stack, c'est-à-dire le cœur utile pour la séparation. Donc on voit que sur ces ensembles, eh bien, au-delà du cœur de métier, hein, où on trouve le stack, on va trouver énormément de moyens, des réservoirs, des vannes, des robinets, de la tuyauterie qui vont être fabriqués par des entreprises mécaniciennes. La maturité de l'offre pour les électrolyseurs alcalins est élevée. C'est aujourd'hui la filière la plus industrialisée. Pour les membranes échangeuses de protons, la maturité de l'offre est encore moyenne, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de création d'entreprises et de production qui reste relativement important. Les enjeux, ils concernent la tenue mécanique de ces systèmes, résistance à la corrosion, étanchéité. Je veux faire un focus sur l'étanchéité, c'est probablement l'une des fonctions les plus importantes pour les systèmes et équipements travaillant sous hydrogène. Problématique de compatibilité avec l'hydrogène et avec l'oxygène, notamment sur les aspects de sécurité. La sécurité est autant pour l'oxygène que pour l'hydrogène. Ne pas penser que l'hydrogène est la seule source d'insécurité dans une installation d'électrolyse. La production d'oxygène en est une autre et probablement plus importante. La perméation, c'est-à-dire la propriété qu'a l'hydrogène à vouloir s'insinuer à l'intérieur des matériaux et de créer des défauts et de créer des capacités d'endommagement très rapides, voire de type brutal. Le coût des membranes est encore un enjeu. Les membranes échangeuses d'ions sont relativement chères. Et puis la durée de vie des membranes est un peu inférieure à celle de la technologie des stacks alcalins. Les fonctions et procédés qui vont être mobilisés pour fabriquer ces électrolyseurs, on va trouver tous les procédés d'usinage et de mise en forme, d'assemblage, les problématiques de tenue mécanique, la lixivation spécifique, donc traitement de surface pour obtenir la porosité de surface requise pour les membranes, du moulage à injection et du traitement de surface pour réaliser notamment des problématiques d'étanchéité. Et aujourd'hui, les grandes tendances, ce sont des prévisions de réduction de coûts à l'horizon 2030 pour la technologie des membranes échangeuses d'ions, qui devrait permettre de développer cette technologie parce qu'elle va devenir compétitive. Et probablement, il n'y aura pas de solution unique en fonction de l'objectif visé, des puissances installées, du volume d'hydrogène visé. On va choisir soit de la technologie alcaline, soit la technologie à membrane échangeuse d'ions. Et ça sera pour rechercher la meilleure adéquation entre le coût, la technologie et les performances. Donc, deuxième étape, le stockage. Alors dans le stockage, on va distinguer le stockage gazeux,
qui est un stockage qui est utilisé depuis de très nombreuses années. Vous avez tous vu sur les routes de France un certain nombre de poids lourds avec des empilements de bouteilles. Certains de ces empilements, certaines de ces stacks contiennent des bouteilles d'hydrogène qui sont fabriquées depuis très longtemps avec des réservoirs de type tout acier, très épais, très lourds, qui sont bien adaptés pour des installations fixes, mais qui ne conviennent pas aux applications de la mobilité. Ces réservoirs ont évolué entre donc, ce réservoir tout acier avec quelques développements en aluminium, mais beaucoup moins importants, en type 2, pour un mix aluminium-fibre de verre, donc avec un renforcement de la structure acier par de la fibre de verre, vers le type acier avec acier carbone ou aramide, de l'aluminium fibre de verre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir uniquement le réservoir, enfin la partie centrale du réservoir, on a y compris les bouts. Et puis, pour le type 4, on arrive à des réservoirs qui sont complètement en composite, avec simplement un liner polymère interne qui va permettre d'assurer l'étanchéité à l'hydrogène. Et le type 5, c'est le réservoir cryogénique. Il est composé d'une coque interne et d'une coque externe de protection, avec une couche isolante entre les deux. On est à 20 Kelvin, donc les problématiques thermiques sont extrêmement prégnantes et on peut très facilement générer des phénomènes non voulus de boil-off lorsque la maîtrise de la température du réservoir interne et de l'hydrogène liquide n'est pas assurée. Donc plusieurs solutions d'isolation, soit un isolant multicouche à feuilles d'aluminium alternées avec un matelas de fibre de verre, mais cet isolant ne permet pas des stockages long terme. Et puis ce qui est quand même le plus intéressant, c'est le vide avec une couche de perlite et qui assure là le stockage long terme. Ces réservoirs sont principalement destinés soit à des usages fixes, soit à des usages mobiles, mais une mobilité très particulière, puisque ce sont des solutions pour le spatial qui sont développées avec des technologies aluminium et le vide entre les deux. Alors la maturité de l'offre, elle est très élevée pour les réservoirs de tout acier classiques qui existent depuis une trentaine d'années. Ils sont normalisés, on n'est plus du tout dans des problématiques de R&D. Elle est moyenne pour les réservoirs de type 4 qui se développent beaucoup pour la mobilité légère terrestre, notamment pour l'automobile et les petits utilitaires. Pour la cryogénie, elle est élevée dans le transport de l'hydrogène et dans les applications spatiales parce que ça fait longtemps que c'est utilisé. Elle émerge actuellement pour les applications de l'hydrogène liquide. Pour information, il y a 2 applications fortes pour l'hydrogène liquide qui sont aujourd'hui investiguées. La première, c'est le naval, et la seconde, c'est le ferroviaire, puisque les installations de remplissage sont fixes avec des volumes importants qui peuvent justifier des électrolyseurs liquéfacteurs. Les enjeux, c'est des cas problématiques de caractéristiques mécaniques, des problématiques d'utilisation de différents types de résines. L'objectif est de pouvoir supporter du froid, du chaud. La maîtrise de la perméabilité, bien évidemment. Aujourd'hui, ce sont des liners polymères qui sont utilisés. On s'interroge sur le réservoir sans liner. Des problématiques de tenue en fatigue, et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est la superposition de contraintes statiques de pression, de contraintes liées aux endommagements qu'il peut y avoir avec des problématiques de perméation de l'hydrogène à l'intérieur des matériaux, qu'ils soient polymères ou métalliques, et puis des problématiques de cyclage en fatigue, et le fait de pouvoir avoir un défaut qui est sollicité en permanence, même sous des sollicitations faibles, avec des capacités d'évolution et donc d'endommagement brutal.
Pour mettre en œuvre ces réservoirs, on utilise le moulage par soufflage, l'enroulement filamentaire, le rotomoulage, qui est une technologie émergente, notamment pour les liners. Et puis côté hydrogène liquide, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le principal point de critique, c'est ne pas générer de pression, donc ne pas laisser dégazer l'hydrogène. Maîtrise du boil-off, c'est maîtrise de la température. Et notamment pour les usages relativement longs, si vous imaginez un vol transatlantique, eh ben, il faudra probablement bien maîtriser le boil-off parce que sur 8 heures ou 10 heures de vol, ça peut ne pas être anodin. L'isolation thermique, trouver les matériaux et les solutions. Et puis le comportement des matériaux en température cryogénique, qui est quand même quelque chose d'assez mal connu. Et quand on regarde les applications de l'hydrogène qui s'introduit actuellement dans les réseaux de distribution du gaz, eh bien on s'aperçoit que le comportement des matériaux à l'hydrogène n'est pas connu. Le comportement des matériaux qu'on connaît depuis pourtant très longtemps. À l'hydrogène, il n'est pas connu. Et puis, il y a des problématiques d'étanchéité. Les fonctions et les procédés, c'est les procédés de mise en forme avec des formes de réservoirs. Et puis, les procédés composites, parce que au-delà de l'enroulement filamentaire, il y a un certain nombre de procédés concurrents. Côté distribution, un petit focus sur les stations de distribution, qui sont comme les électrolyseurs, des ensembles extrêmement complexes. Donc on s'aperçoit que dans une station de distribution, la distribution des prix, c'est quand même le compresseur qui remporte la mise. Ensuite, on va trouver les équipements de réfrigération, la borne de distribution aux alentours de 15% chacun, le stockage, et puis les contrôles et la sécurité, la consommation d'électricité. Donc vous voyez que dans ces stations de distribution, le compresseur va avoir la majeure partie de la valeur. Alors, on a deux formules, une formule avec un stockage au sol de l'hydrogène, une unité de compression avec un piston à membrane, hydraulique, ionique, centrifuge, et une unité de refroidissement. Une borne de distribution, le dispenser, c'est l'équivalent des pompes à essence. Et puis un système de contrôle et de surveillance en temps réel qui est quand même relativement sophistiqué parce qu'on va avoir une maîtrise des écoulements fluidiques dans l'ensemble de ce système de distribution qui va être relativement fin. Il ne faut pas oublier qu'on est pour de l'hydrogène gazeux, on a quand même besoin de monter à 950 bars pour remplir des réservoirs de 700 bars qui vont se retrouver dans les voitures. Donc 950 bars, il faut prendre quelques précautions, et également sur plan thermique. Les enjeux, c'est des problématiques très mécaniciennes autour de la vibration. C'est pour les compresseurs, la qualité de fabrication des pièces qui vont être au contact de l'hydrogène, notamment une problématique de propreté des pièces et de pollution de l'hydrogène. Et donc, on va utiliser ce qu'on utilise déjà aujourd'hui, l'usinage, le moulage, des problématiques de tenue mécanique, de tenue en fatigue, des contraintes de service, disponibilité importante, gestion de la maintenance sur des stations qui peuvent être sur des sites isolés, problématiques de fragilisation, l'hydrogène pénètre dans les matériaux, des problématiques de compatibilité, notamment pour les élastomères, pour les polymères, et puis la maîtrise de la contamination, parce que la pureté de l'hydrogène est un élément extrêmement important. Et là, on voit le rapport entre le débit de compression en fonction de la taille de la station, ce qui permet de pouvoir choisir différentes technologies adaptées aux performances de la station que l'on vise. Dernier étage de la chaîne de valeur, les usages. Alors vous allez voir qu'on va retrouver avec la pile à combustible et les systèmes auxiliaires même problématique que celle qu'on a trouvée dans les stations de distribution et dans les électrolyseurs, à savoir d'abord un rapport qui là donne beaucoup d'importance à tout ce qui va être auxiliaire et périphérique. La pile en elle-même ne coûte que 10% de l'ensemble. La pile avec beaucoup de technologies, la membrane électrolyte polymère principale, mais on retrouve d'autres technologies. Les auxiliaires, on va retrouver les compresseurs,
compresseurs d'air notamment pour pouvoir faire fonctionner la PAC, pour alimenter la PAC en air, les radiateurs pour le refroidissement. Et donc là aussi, on va avoir énormément de problématiques de thermique. J'insiste bien sur cet aspect de thermique, parce que même si on est en gaz, on a dans les piles à combustible des problématiques de thermique. Piles à combustible se développent sur beaucoup d'applications, depuis des applications très peu puissantes pour les drones, les vélos, voire les téléphones. La mobilité et le stationnaire, où là on monte jusqu'à 150 kW. Et puis pour le ferroviaire, le maritime, courte distance et les installations stationnaires, des choses beaucoup plus importantes, bien au-delà de 200 kW. Les enjeux, alors la maturité de l'offre pour les piles à combustible est élevée. On fabrique des piles à combustible maintenant depuis longtemps. Elles sont industrialisées. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de bus et de voitures qui fonctionnent avec des piles à combustible. Donc c'est quelque chose qui est maîtrisé. Les enjeux, c'est tout ce qui va être compatibilité avec l'hydrogène. Là aussi, c'est un peu une constante partout. Problématique de perméation, problématique d'étanchéité, toujours. Absence de contamination, on est obligé d'avoir l'hydrogène très pur, ce qui veut dire qu'on doit avoir un dispositif de filtration de l'hydrogène pour éliminer toutes les impuretés. Le comportement, les piles à combustible sont intégrées beaucoup dans la mobilité. L'expérience client est quelque chose d'extrêmement important. Donc comportement NVH, bruit, vibration, robustesse, important. Et puis comme c'est embarqué, faible volume, faible poids. Et puis, pour fabriquer, on retrouve des choses, là aussi, extrêmement mécaniciennes, problématiques d'usinage, d'emboutissage, de soudage, moulage sous pression, des revêtements par pulvérisation. Et donc, pour vous donner un exemple, voilà, depuis mars 2020, il y a un bus de mer qui fonctionne dans le port de La Rochelle, alimenté avec une pile à hydrogène. Donc, ce sont des applications qui, aujourd'hui, sont en œuvre et des applications utilisées pour le grand public avec toute la sécurité qui va bien derrière. Autre application de l'hydrogène, l'injection dans le réseau. C'est un enjeu important. À court terme, on va arriver vers 6% d'hydrogène en volume atteignable, mélange dans la plupart des réseaux, hors présence bien évidemment d'ouvrages sensibles à l'hydrogène. Mais vous voyez sur cette carte un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours aujourd'hui. Ça, c'est un exemple qui nous a été donné par GRT Gaz. L'objectif en 2030, c'est d'arriver jusqu'à 10% d'hydrogène dans le gaz naturel. Ça changera un petit peu la vie de tout le monde, c'est noté. Je vais accélérer. Et ces taux sont atteignables avec des aménagements d'infrastructures qui sont aujourd'hui, qui font l'objet de travaux de concertation avec les partenaires européens. Donc voilà l'exemple d'un projet de stockage de l'hydrogène dans le réseau, donc de fonctionnement du réseau avec une grande proportion d'hydrogène sur une vision européenne, puisqu'il couvre de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud. Un point très rapidement sur des développements sur le moteur à combustion interne. Il y a un projet actuellement mené par l'IFP Énergie Nouvelle, qui est tout près d'ici, pour faire fonctionner un moteur thermique classique type diesel avec de l'hydrogène pur. Ce projet est très proche d'aboutir et on a la même chose pour des turbines. Alors, pour synthétiser un petit peu, j'ai repris une chaîne de valeur qui avait été utilisée dans le document de l'ADEME publié en décembre 2019. Les petits ronds rouges avec des secteurs bleus vous permettent d'évaluer la place de la mécanique estimée, approchée dans toute cette chaîne de valeur. Et ce qu'on peut dire, c'est que la mécanique, elle interagit sur toute la chaîne de valeur hydrogène, avec ses savoir-faire, notamment en fabrication, les équipements et produits qu'elle propose, et puis bien noter l'importance des auxiliaires et des périphériques pour la mécanique, parce que ce sont des équipements qu'elle fabrique déjà, les pompes, les robinets,
les systèmes fluidiques notamment. Les défis technologiques à relever, alors quand on regarde les attentes, eh bien on s'aperçoit que les attentes, c'est beaucoup les composants et les équipements fluidiques, le stockage liquide, le transport de gaz, le stockage gaz, les électrolyseurs, et puis viennent ensuite, avec les électrolyseurs, la distribution et les piles à combustible. Mais vous voyez que la fabrication, le stockage et toute l'utilisation des équipements fluidiques constitue une demande importante dans la chaîne de valeur hydrogène. Alors, tous les verrous techniques et scientifiques, les trois principaux concernent l'étanchéité. Besoin de maîtriser l'étanchéité, et l'étanchéité, elle est partout. Besoin de maîtriser les problématiques de fragilisation. On sait que l'hydrogène ne demande qu'à se glisser à l'intérieur des matériaux pour les fragiliser. Et puis, parce que l'hydrogène cryogénique est quand même une voie importante de développement, le comportement cryogénique des matériaux qui est encore mal connu. Et quand on regarde, simplement pour vous montrer l'étanchéité, dans un système de pile à combustible, il y a de l'étanchéité absolument partout. La fragilisation par hydrogène, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont en cours. Donc c'est un phénomène qui est connu, qui est bien étudié. Il reste maintenant à inventer, et c'est le challenge principal, inventer des solutions qui permettent de ralentir, voire d'éviter cette fragilisation par l'hydrogène dans les matériaux. Enfin, quand on regarde l'ajout d'hydrogène dans le gaz naturel, eh bien, on s'aperçoit que là aussi, on va retrouver comme problématique essentielle cette problématique de fragilisation, parce que si les composants du gaz naturel peuvent ponctuellement ralentir la fragilisation, les volumes d'hydrogène augmentant dans les réseaux, eh bien, la fragilisation restera une problématique importante, notamment pour l'utilisation des réseaux actuels. Enfin, et ce n'est pas non plus anodin, ça aussi c'est un extrait du guide publié par l'ADEME en 2019, il y a un challenge sur les compétences, parce que la mécanique, comme fournisseur de la chaîne de valeur hydrogène, aura besoin de nouvelles compétences pour pouvoir servir ses clients futurs. Quelques exemples autour des aspects de production avec la fabrication, l'assemblage de membranes, l'expérience dans la fabrication d'électrolyseurs, la maîtrise des règles de sécurité liées à l'hydrogène et à l'oxygène, les composants électriques additionnels nécessaires pour constituer ça, et puis toutes les problématiques d'exploitation et de maintenance d'unités de production d'hydrogène vert. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'hydrogène aujourd'hui est réparti entre les énergies fossiles, un peu du nucléaire et un peu de renouvelables. Ce mix énergétique va avoir tendance à évoluer et c'est normalement l'énergie renouvelable qui devrait emporter la mise, avec la possibilité de pouvoir stocker l'hydrogène dans les réseaux, et la possibilité également de pouvoir travailler sur de l'hydrogène un peu moins vert avec captation de CO2. Ensuite, une fois que l'hydrogène est produit, eh bien, on va trouver beaucoup d'usages, des usages principalement industriels avec le raffinage, la méthanisation, la fabrication de produits chimiques, le traitement thermique, la réduction des minerais, donc la sidérurgie, l'agroalimentaire, l'électronique, qui sont des utilisateurs forts de l'hydrogène. Donc il ne faudra jamais oublier les aspects industriels de la production. Et puis enfin, des applications, pour finir, avec la production d'énergétique. Donc on a une chaîne de valeur qui est en plein développement, qui correspond à une opportunité forte pour les industriels mécaniciens, à condition de pouvoir intégrer quelques compétences nouvelles et de faire évoluer leurs procédés pour pouvoir répondre à ce développement important et qui est un développement très attendu sur le plan sociétal. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Quelques questions? Non? Oui?
Bonjour. Alors, j'aurais des questions plutôt sur les équipements que vous allez mettre autour de tout cela. Vous avez parlé par exemple des équipements électroniques. Est-ce que vous avez des enjeux, on va dire, sur de l'herméticité à l'hydrogène, réellement? Complètement, oui. Donc, Oui, c'est évident. D'abord parce qu'on va être en zone ATEX. L'hydrogène est entouré d'un corpus réglementaire de sécurité qui est assez conséquent. Donc de toute façon, équipement électronique, boîte étanche, on est en zone ATEX. Ensuite, pour les équipements électroniques qui vont être intégrés dans des installations, ça va être encore pire, puisqu'on va être encore plus près et parfois à proximité de zones de stockage importantes de l'hydrogène. alors, si je vais étendre un petit peu ma question. Aujourd'hui, je connais des procédés pour vérifier les herméticités par hélium. Oui. Est-ce que dans le cadre de l'hydrogène, on peut faire une similarité des équipements qui existent pour vérifier des étanchéités à l'hydrogène? On utilise un spectro de masse pour faire de l'étanchéité à l'hélium. On peut utiliser un spectro de masse pour faire de l'étanchéité à l'hydrogène. Simplement, le spectro de masse commence à être compliqué. C'est un équipement de laboratoire. La problématique, ça va être d'avoir un équipement industriel. Donc, il y a probablement, je ne les connais pas, d'autres technologies de détection de l'hydrogène que celle-là, qui est bien connue. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont à inventer, ou en tout cas dont l'industrialisation devrait se développer avec la montée en charge de la chaîne de valeur hydrogène. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour votre attention et bonne fin de salon.